Encore dans la verdure, nous sommes dans la pépinière Mbila ya Mboka Congo. Vous saurez pourquoi est-ce que cette pépinière a été créée, à quoi est-ce qu'elle sert. Nous échangeons dans quelques instants avec un horticulteur, un passionné de la nature, M. Jean Mangalibi, qui est notre invité. Monsieur Jean Mangalibi, nous sommes chez vous pour ce numéro spécial écran vert consacré à la pépinière de Mbila ya Mboka Congo. Pourquoi Mbila ya Mboka Congo? Bon, Mbila d'abord c'est les palmiers. Les palmiers, normalement, c'est parmi des essences, on utilise tout. À partir des racines jusqu'au rameau. Et puis, quand on est en deuil, on voit les rameaux et quand on est pendant une fête, on utilise les rameaux. Et puis pourquoi Mbila, les noms scientifiques, c'est Laïs guinensis. C'est de chez nous aussi. Mboka, c'est le pays. Ok. Congo, c'est pas le Congo avec C, le Congo c'est avec K. Ok, donc On dit que le Congo original, et c'est le Congo qui sera bientôt. une façon pour vous de vendre l'identité ou votre identité, encore l'identité du pays. Alors, nous sommes dans cette pépinière Mboka Mbila Congo qui a plus ou moins combien d'années maintenant? Oh, ça fait quand même longtemps. Parce que bon, l'histoire de la pépinière, j'ai commencé la pépinière, j'étais encore au banc de l'école. Juste après, quand j'ai fini en 1987, que je suis sur le terrain, ou même par rapport à l'école, j'étais parmi les élèves qui cherchaient les plantes rares. Et c'était quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé tout de suite à vous focaliser sur les plantes et autres? Bon, au début, c'était par rapport à l'élevage. Mais quand je suis arrivé à l'école, là, j'habitais encore chez mon oncle. Et puis par après, il y a un professeur normalement qui a pu m'orienter par rapport aux plantes. Et puis j'ai négligé l'élevage. Et puis, bon, il s'est fait qu'au fur et des années, j'ai compris comme la Bible, David utilisait la musique. Dieu l'utilisait par rapport à la musique. Moi, c'est par rapport au jardin, aux plantes. Vous n'avez jamais regretté d'avoir choisi la voie des plantes? Oh, je suis même très content et fier. Parce que j'ai compris qu'il y a les premiers travaux que Dieu avait exercé sur cette terre, c'était le travail que je suis en train de faire. Ça coûte quoi la création d'une pépinière? D'abord le cœur, l'amour, et puis la volonté, et puis voilà quoi. Comme on dit, le plus important, il faut commencer. Quand j'ai commencé, bon, c'était quelque chose de petit. Et puis au fur et des années, on cherche à faire mieux, à avoir des plantes rares et puis à faire la différence. En quoi réside sa force? Ma force. La force de votre pépinière? C'est d'abord par la recette. Parce qu'on est dans la différence. On cherche à voir ce que d'autres n'ont pas. Et ça fait la différence entre nous et les autres. Votre source d'approvisionnement? Bon, je dirais que c'était partout. Avant, je voyageais. Maintenant, j'ai dit c'est localement. J'ai pas envie d'interpréter de voyager. Vu tout ce que le Congo a comme rôle à jouer au niveau de la planète, j'ai dit maintenant, on va travailler pour commencer à valoriser aussi le nôtre. Et vous vous retrouvez dans ce que vous faites? Bon, la pépinière m'a permis de voyager et de prendre une décision de ne plus voyager. Ça veut dire? Je vais aller faire quoi en dehors du Congo? Parce que le Congo a tout. Vous allez faire quoi avant? Avant, je voyageais et allais chercher des plantes. Mais savez-vous pas que le Congo en avait plus? Bon, que tu d'autres sais, pays? il fallait un temps. Pour dire que dans les processus de Dieu, il y a un temps où Dieu te forme. Et puis une fois formé, il te fait montrer les réalités. Et j'ai pris la décision de ne plus voyager, ça fait plus de 4 ans. Et 4 ans après, on parle du Congo Pays Solution. Et rien n'a changé, vous sentez que votre pépinière maintient sa position, maintient sa force? Bon, en fait, l'avantage d'aujourd'hui, c'est quoi? On ne parle pas de la pépinière seulement pour les beaux. Mais on parle maintenant de la pépinière par rapport aussi à l'utile. Avant, c'était juste un aménage juste pour que l'homme arrive à avoir des plantes chez soi à la maison. Aujourd'hui, on plante et on montre à l'homme, regarde les plantes que tu as plantées, tu peux l'utiliser pour arriver à se soigner. Ça, c'est la différence entre avant et maintenant. Donc, nous comprenons que c'est à peu près un jardin botanique en miniature, donc il y a ce rôle-là touristique, pédagogique et aussi scientifique.
Je dirais le tout est l'ensemble. Pour dire qu'aujourd'hui, maintenant, on joue pleinement les rôles de l'homme par rapport à son environnement. Alors, nous sommes dans la pépinière. Il est temps pour nous de découvrir ce qu'il y a de rare et de spécial. Éco-découverte. C'était un cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement autour des solutions contre la pollution du plastique. Une 50e édition voulue artistiquement écologique pour le sculpteur Jean-Alain Massela. Le 5 juin, ce sculpteur écologique a apporté sa touche dans une exposition d'œuvres d'art conçue à la base des bouteilles plastiques recyclées. J'utilise le plastique ici pour dire qu'il faut faire attention parce qu'on est facilement pris. Quand on a des problèmes, on a tendance à trouver des solutions et parmi les solutions, malheureusement, à Kinshasa, les gens boivent. Alors l'ivresse concerne aussi, il y a une expression en lingala où on dit Alangwe Bolingo. Donc il est ivre d'amour. Ou encore Alangwe Mosolo. Il en a tellement que ça lui tourne la tête. Combattre la pollution plastique, c'est le slogan qui a accompagné cette exposition, qui a accueilli aussi des élèves. Un bon moment d'échange qui traduisait ces slogans en actes au profit de la préservation de la nature. Pour les États-Unis, le protège de l'environnement est parmi nos priorités les plus importantes. L'ambassade des États-Unis est très contente d'être ici avec nos partenaires congolais parce qu'on ne peut pas résoudre, on ne peut pas atteindre nos objectifs et les objectifs de la Maison-Blanche sans la RDC. À Kinshasa, près de 10 000 tonnes de déchets sont produits les jours, dont 48% des déchets organiques, suivis de 12% de déchets plastiques. Des statistiques qui alertent sur la pollution du plastique, avec comme conséquence la transformation des collecteurs d'eau en poubelles, celle des rues et aussi l'envahissement des cours d'eau par du plastique. On parle de près de 23 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les lacs, le fleuve et océans. Tous les déchets ménagers de nos maisons finissent malheureusement dans nos cours d'eau et dans nos rivières. Alors pour nous, c'est une occasion de sensibiliser encore les gens, de sensibiliser encore la population, de dire que nos cours d'eau et nos rivières ne sont pas des poubelles. Et cela implique aussi que le gouvernement prenne des solutions, prenne des mesures pour avoir une politique réelle de gestion de déchets. Face aux dangers, les États sont appelés à un changement profond au profit de l'économie circulaire axée sur la réutilisation, le recyclage et la réorientation. Il y a des lois et que si les lois sont mises en application, moi je crois qu'on pourra réduire ne fût-ce qu'à plus de 70%. En sachant qu'il y a un édit qui existe, qui avait interdit la production ou l'usage des bouteilles en plastique dans la ville province de Kinshasa, qu'on n'a jamais pu mettre en application jusque-là. Aujourd'hui, dit Congo Pays Solutions, c'est une son où c'est parmi les paroles. Mais nous devons poser des actes qui fera ce qui conçoit vraiment cette nation solution. Parce qu'être une nation solution, c'est une très grande responsabilité. Cette initiative des Amis de la Nature et du Jardin a bien voulu inviter toutes les couches sociales de la population à changer de comportement au profit de la nature qui nous donne tout. Si l'on vous demandait de démontrer la force de cette pépinière, par quoi allez-vous commencer? Bon, je peux commencer par les abeilles. Les abeilles? Ça veut dire quoi, les abeilles? Parce que l'abeille, comme Einstein avait dit, s'il n'y a plus les abeilles sur la planète, 4 ans après, la planète va disparaître. Donc on fait aussi de l'apiculture ici? Voilà, on fait de l'apiculture parce qu'on a des... bon, ça c'est pas... C'est juste pour manger ce qu'on fait. Okay. Et puis ça permet aussi, quand les enfants viennent voir, ils découvrent que normalement l'homme peut cohabiter avec l'abeille, il n'y a pas de problème. Okay, après l'abeille, je parlerai d'une plante qui est endémique, c'est l'Encephalanthos lorientianus. C'est parmi des essences qui ont survécu à l'époque des dinosaures. Il est entre une fougère et puis un palmier. Pour moi, c'est parmi les fiertés de cette pépinière. Pensez-vous être le seul à détenir cette plante?
Non, il y en a, bon, le plus grand à l'Aix-Sitou. Il y en a au jardin botanique qui sont tous. Quelle est la plus vieille plante? C'est cette essence endémique à laquelle vous avez fait allusion tout à Je l'heure. parlais d'un pied d'éléphant qui est de l'autre côté. Il a plus de 50 ans. 50 ans. Oui. Il y a même un qu'on a vu. Il avait Comment plus de- vous avez su qu'il a plus de 50 ans? Mais les téléspectateurs vont voir. Le train est déjà arrivé là. L'autre qu'on a vu, il avait même plus de 60. Ça, je l'avais hérité. Donc je peux dire que vous l'avez eu dans vos débuts déjà dans cette non, aventure. C'est une personne qui l'avait, puis moi j'ai pu l'acquérir après. Ok, donc lui vous l'a donné à quel âge? L'autre que là qu'on a dû, parce qu'il y avait une personne qui était vraiment intéressée à le conserver. Quand on avait la plante, il avait déjà plus de 60 ans. Alors comment vous déterminez l'âge? Vous supposez, vous spéculez quels sont les éléments qui vous aident aujourd'hui à déterminer l'âge d'une plante? Il y a d'abord plusieurs éléments. Si moi-même je commence je sème une plante, je vois l'évolution. Ok. L'autre possibilité, c'est là où j'ai pu l'acquérir. Si la personne est censée te dire mon arbre, normalement, il a tel âge. Et moi, je vois le temps. Et puis la taille de la plante, on peut dire exactement la plante, il a autant d'années, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une pépinière et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire? Y a-t-il des interdits dans une pépinière? Interdit, je dirais oui. Hein. Tel que? Il y a toujours des interdits. Entre autres? Je sens d'abord quand vous recevez les visiteurs. Il y a l'arme du jardinier qu'on appelle le sécateur. Ok. Il faut éviter à ce que les visiteurs puissent avoir un sécateur. Parce qu'on sait que des fois, ils ont la facilité, sans demander, de couper une bouture Ok. sans que vous le sachiez. Moi, je crois que ça, c'est le premier interdit. Le reste, maintenant, c'est juste veiller au comportement et à l'évolution de ce qu'on a, quoi. Mais faudra-t-il arroser tous les jours quand on est dans une pépinière? Est-ce que toutes les plantes ont besoin d'eau tous les jours? Non, ça dépend d'une plante à l'autre. Voilà, je prendrais par exemple celui-ci. Ça, c'est un pied d'éléphant. Pourquoi vous l'appelez pied d'éléphant? Bon, là, on voit le plus vieux là. Quand on regarde la base, il ressemble à un pied d'éléphant. Ah, ok. C'est les boucanés ou les nolina. Ça, actuellement, c'est les plus vieux. J'ai pu l'avoir. Et là, vous l'avez pour des raisons d'esthétique ou il est aussi en vente? Si quelqu'un Non, veut. c'est une personne qui est venue déposer pour qu'on arrive à vendre pour lui. Ok. Pour dire que tout ce que nous avons ici ne nous appartient pas. Il y a des plantes normalement où les gens donnent parce que c'est trop grand par rapport à sa part. Et par exemple, ça peut revenir à combien? Est-ce encore possible de vendre ça? Ça peut toujours être possible, oui. À cet âge? Parce qu'il est dans un sac. Mais ça veut Pour dire dire quoi se que- retrouver dans un sac? Là, c'est juste Donc vous pour faciliter contenez sa la terre croissance. Ok. et puis facile à transporter. Là, c'est quand c'est vieux. Et puis là, c'est quand c'est encore jeune. Ok. Et Ça c'est dépend plus ou moins normal. combien d'années qu'il les sépare comme ça? Bon, ça, Plus de 50 ans. normalement, je l'ai, ça fait combien? Ça, c'est la 3e année qu'ils sont là. Ça, la personne qui l'a, ça fait plus de 30 ans. Ok, mais est-ce qu'il vous arrive également d'être débordé ou en rupture des stocks par rapport à la demande des clients? Bon, étant donné, je ne suis pas l'unique pépinière, il y en a d'autres. Pour dire moi je parle d'une concurrence positive. Pour dire que ce que je n'ai pas, je peux aller avoir ailleurs. Ah, ok. Mais c'est Donc fait vous que collaborez par rapport aussi ici, comme ça avec les on autres. est censé collaborer. Parce que comme on dit, l'union fait la force. L'autre fait le même travail que toi. Ok. Moi, je me suis lancé dans des plantes rares. Pour dire que certaines plantes, je peux arriver à trouver en dehors. Mais il y a Mais quand même des l'habitude, pourcentages qui vous reviennent après la vente? Par rapport aux amis de l'extérieur? Oui. Non, souvent non. Pour dire que je peux demander à une personne de l'acheter, ou bien moi-même j'y vais et si je suis en train de faire un travail. Mais est-ce que vous êtes là également pour faciliter le choix aux clients par rapport aux plantes? Bon, Pour moi, aussi les ça conseiller? c'est le travail d'un pépiniériste. Hein. Une personne peut venir pour acheter une plante, mais il faut arriver à convaincre la personne.
Ok. Ça, c'est la force de tout pépiniériste. Parce que tu peux venir, regarde, je suis venu. J'ai besoin, par exemple, de cette épine de Christ. Moi, je te dirais, oui, ça c'est bon, tu peux l'avoir. Mais tu vois le moussaïna blanc qui est là. Ça, c'est une pièce rare, difficile à multiplier quand tu l'as chez toi à la maison. Ce qui veut dire tout le monde qui va arriver chez toi à la maison, il sera impressionné de voir cette plante. L'autre est rare par sa couleur, mais l'autre est... Il est aussi important quand vous les mixez. Ça dépend des solutions. Par exemple, quand tu parlais de l'arrosage, les épines de Christ, ça peut être arrosé une fois la semaine ou 3 fois le mois. Mais celui-là, il a besoin d'être presque constamment, la terre doit être humide. Alors, on va passer à l'éco-créativité, chers téléspectateurs. Éco-créativité. L'éco-créativité se concentre aujourd'hui sur l'interview réalisée par Françoise Joly, qui est directrice de l'information à TV5 Monde. C'était à l'initiative du magazine À la vie, à la terre, réalisé au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Le magazine alerte sur les menaces climatiques tout en démontrant les solutions développées par les communautés locales et en particulier les populations autochtones pygmées. Cette interview est à retrouver sur la plateforme francophone gratuite de TV5 Monde. Éco-créativité. Alors c'est une volonté de notre PDG, notre président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui a souhaité créer un grand rendez-vous autour de la problématique de l'environnement et de la protection de l'environnement et de toutes les questions liées au dérèglement climatique. Et donc il m'a demandé d'initier un projet. Donc j'ai travaillé un certain temps avec des équipes et j'ai fait naître ce concept qui s'appelle À la vie, à la terre, dont l'objectif est d'aller peut-être dans les plus beaux endroits de la Terre qui sont aujourd'hui extrêmement menacés par le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, et de voir comment les populations autochtones ou les peuples autochtones vivent ce réchauffement, comment ils s'adaptent et parfois quelles solutions ils trouvent eux déjà pour résister et faire que les choses évoluent moins mal dans toutes ces questions de dérèglement climatique. Ces derniers mois, fait 2 destinations en Afrique, sur le continent. Nous sommes allés au Congo, en République du Congo, Congo-Brazzaville, et nous sommes allés également au Cameroun. Alors au Congo, nous nous sommes intéressés au nord du pays parce que c'est là que vous avez des forêts primaires qui sont encore extrêmement protégées. Au centre du pays pour nous intéresser aux tourbières et parce que cette région du monde est aujourd'hui considérée comme le 2e poumon vert de la planète. C'est-à-dire que c'est grâce à ces forêts que la planète respire après les forêts d'Amazonie. Alors les problématiques du Congo, puisque ce sont des forêts primaires déjà, ce sont les questions de déforestation qui tiennent à plusieurs raisons. Il y a de l'exploitation forestière. Même nous sommes intéressés à cette question en allant visiter une exploitation qui coupe des arbres, etc. Même si c'est une des 2 exploitations qui bénéficie d'un label aujourd'hui, donc qui à la fois respecte le code forestier tel qu'il a été écrit, institué par les autorités du pays, et qui s'applique à avoir une exploitation, on va dire, la plus responsable de la forêt. Mais il faut savoir qu'il y a 2 exploitations au Congo qui ont ce label sur une 60aine. Donc la déforestation, elles y participent, même celles qui le font d'une manière responsable. Vous avez l'agriculture sur brûlis. Aujourd'hui, les populations, ne serait-ce que pour vivre, pour de l'agriculture vivrière, déforestent elles aussi en faisant brûler des pans entiers de forêt pour pouvoir cultiver. Et puis vous avez le réchauffement climatique qui joue déjà sur les forêts, et avec la grosse inquiétude sur les tourbières. Vous savez que la question des tourbières, elle est essentielle aujourd'hui. Elle est assez inédite et inexplorée dans le bassin du Congo, là où nous étions, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bassine, au centre du pays. Il y a des forêts humides
qui contiennent ces tourbières. Qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? C'est, vous imaginez un immense compost, une litière organique, c'est-à-dire que c'est les feuilles qui tombent des arbres, les mousses, les racines qui sont mangées par une macrofaune et dans cette et qui restitue ça sous forme de litière, de compost. Et dans ces composts sont séquestrés des milliards de tonnes de CO2. Qui, si ce CO2 venait à être relâché, serait un problème gigantesque pour l'ensemble de la planète, parce que l'on sait que dans les endroits où nous sommes allés, il y a l'équivalent de 3 ans et demi de production de gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète. Donc imaginez que si ces tourbières sont exploitées, ou sont abîmées, ou sont abîmées notamment par le réchauffement climatique, par de la sécheresse, elles se reconstituent de moins d'1 millimètre par an. Et elles ont mis des milliards d'années à se constituer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qui va bien au-delà du bassin du Congo. Les problématiques rencontrées par les populations et les peuples autochtones surtout, qui sont, comme vous le dites, des populations, ces peuples des forêts qui ont toujours vécu là depuis la nuit des temps, qui sont des chasseurs-cueilleurs. Ces populations aujourd'hui sont confrontées à ce qu'on appelle les aires protégées. C'est des aires qui, pour protéger la biodiversité, c'est-à-dire les grands mammifères, comme les éléphants, comme les gorilles, comme les buffles sauvages, etc. Pour protéger il y en a 17 au Congo et il y en a plusieurs centaines dans le bassin du Congo. Elles ont été délimitées pour permettre pour sanctuariser la biodiversité. Et justement parce que ces mammifères sont essentiels à la vie de la forêt. Hein. On dit que les éléphants, par exemple, ce sont des jardiniers de la forêt. Ils digèrent ce qu'ils mangent et grâce à ce qu'ils rejettent, c'est grâce à ça qu'il y a des graines d'arbres qui poussent. Donc, il faut les protéger, mais en même temps, comme vous le dites, ces populations, ces peuples autochtones qui vivaient de la forêt se trouvent d'une certaine manière, même s'il y a des précautions qui sont prises, même s'il y a des programmes qui ont été pris, marginalisés. Je vais vous dire, même c'est leur organisation sociale qui est marginalisée. Qu'est-ce qui fait autorité au sein nous, on était avec des Baka, on était avec les Mbenzele. Qu'est-ce qui fait autorité chez eux? C'est le chef, c'est celui qui tue l'éléphant. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de tuer des éléphants, ils vont en prison s'ils tuent un éléphant. Sauf qu'il perd son autorité au sein de sa communauté. Donc vous avez des problèmes d'organisation sociale, ils n'ont plus le droit de chasser, c'est des sanctuaires, ils ne peuvent plus chasser dans ces forêts-là. Donc ils sont obligés d'aller ailleurs ou parfois même c'est une population semi-nomade. Donc ils sont parfois obligés de se sédentariser. Donc on voit bien que c'est une modification totale de leur organisation de vie sociale et que à terme c'est des populations qui sont menacées alors qu'elles sont les sentinelles de la forêt. C'est eux qui les connaissent les mieux puisque eux ils se nourrissent, ils se soignent de ces forêts et ils vivent même ils ont même certaines croyances qui sont associées aux forêts, qui sont pour eux extrêmement importantes et pour lesquelles ils ont aujourd'hui des difficultés à vivre la forêt. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi une pirogue dans la pépinière? C'est pour symboliser quoi? Bon, il y a, tu sais, les Congos, il y a l'eau. Ok. Pour dire que ça, c'est parmi, je dirais, les œuvres que nos ancêtres ont utilisées, que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça entre aussi dans la décoration, pour dire qu'on peut en faire un pot de fleurs. Okay. Ils ont une jardinière, une grande jardinière, et puis en faire une composition. Pour moi, normalement, comme on parlait d'un Bilamboka Congo, ça c'était aussi symbolique, bien que c'est un cadeau d'un ami. Ok, mais est-ce qu'il vous arrive également de connaître aussi des invendus? Bon, ça arrive partout. Mais l'avantage avec les plantes, souvent les invendus, permet à la plante d'avoir plus de l'âge. Parce que plus la plante prend de l'âge, plus elle coûte cher. Plus elle coûte cher. C'est ça la différence entre. Étant donné ici, normalement, nous travaillons plus avec les plantes vivaces, pour dire que des plantes qui restent longtemps, que des plantes annuelles. Pour dire qu'une plante vivace, c'est juste une question de savoir exactement mieux les nourrir. Cela permet à ce qu'ils restent en bonne santé. Et puis il va continuer à grandir. Plus ça grandit, plus il a de la valeur. Alors mieux les nourrir, ça fait quoi que vous le nourrissez? Bon, là maintenant, on vient encore d'améliorer. Quand tu regardes la composition ici, on voit plus de la braise. Voilà.
Voilà, là on voit déjà même un morceau. Pour dire qu'on prend du compost, on met un peu de fiente de poule et puis on mélange avec de la braise. Pourquoi la braise? Bon, d'abord c'est un anti-champignon, un anti-bactérie. Ok. Et puis ça permet de garder l'humidité le plus longtemps possible. Pour dire que les mélanges que nous sommes en train de faire, ça permet à ce que la terre va rester riche le plus longtemps possible. Et puis même si on n'arrose pas beaucoup, mais ta terre garde beaucoup d'humidité. Oui, mais est-ce que les composts varient selon les types, la composition des composts varie selon les types de plantes ou c'est général? Bon, je dirais que ça varie selon le type de plantes, surtout les plantes qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, tel que des provinces Non, quand je dis ça, c'est en dehors du Congo, quoi. Okay. C'est de l'Europe. Parce qu'il y a de ces plantes-là, normalement, qui ont besoin de ces genres de terre hyper meubles. Mais la majorité des plantes, parce qu'on a, on a pratiquement les plantes d'ombrage, les plantes de mi-ombre et les plantes d'ombrage. Okay. Les plantes d'ombrage, ce sont des plantes qui poussent dans les sous-bois. Qui dit sous-bois, ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de l'humus. Pour dire que le compost, c'est idéal. Tandis que plus on sort, on est obligé de commencer à utiliser les terreaux. On fait le mélange du compost avec de la terre. Ça, c'est pour rendre encore la terre un peu plus lourde. Ça, c'est pour des plantes normalement qui poussent dans une exposition mi-ensoleillée ou bien ensoleillée. Voilà. Mais pour les plantes d'ombrage, il faut beaucoup de compost. C'est passé dans les sous-bois. Ce sont les feuilles qui s'accumulent, qui permettent que ces gens de plantes, normalement, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de terre. Donc on peut comprendre que dans une pépinière, il y a plusieurs compartiments. Vous les divisez normalement en combien? Parce qu'il y a de ces plantes-là qui nécessitent beaucoup plus d'ombrage que d'autres. Il y en a d'autres qui ont plus besoin du soleil et autres. Bon, il y a des plantes d'ombrage, des plantes de mi-ombre et des plantes qui supportent le soleil. On peut comprendre que c'est en trois composantes. Ok. Mais qu'est-ce que ça vous coûte l'entretien d'une pépinière? Bon, le plus important dans tout travail, c'est l'amour. Dans le sens que quand on y met, on travaille avec passion. Souvent, on ne sait pas évaluer. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas évaluer, mais on comprend que derrière ça, il y a aussi un coût à l'entretien quand même. Bon, tu sais, c'est la main-d'œuvre aussi. Quand on aime, on ne peut pas sentir les coûts. Parce que question de nomades, d'abord c'est l'erreur principale de l'homme. C'est de pouvoir arriver à planter ou cultiver et puis gérer et conserver. Pour dire que quand tu aimes ce que tu fais, tu ne sais pas l'évaluer. Donc c'est d'abord l'amour. Nous sommes dans la verdure avec Concept Vert, chers téléspectateurs. Concept Vert. La marée est une nappe d'eau stagnante recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation. Monsieur Manga, à combien vous évaluez ces pépinières? Bon, c'est vrai, ça doit être des centaines de milliers de dollars. Hein. Parce que bon, il y a... Moi je dis ma fortune est là. Il faut avoir de l'argent en espèces. Là. Moi, ce que je gagne, on essaie de réinvestir pour pouvoir avoir ce qu'on a là. Quoi. Mais est-ce qu'il vous arrive également d'enregistrer des pertes? Bon, ça c'est normal. Hein. Des fois, on peut oublier d'arroser. Et quand on viendra voir, c'est déjà trop tard. Étant donné l'arrosage ici, c'est manuel. Si c'est automatique, ça doit être différent. Et puis, une plante peut être malade. Et qui, bon, étant donné ici, normalement, nous évitons d'utiliser tout ce qui est produits chimiques, minéraux. Donc, conséquence, on peut omettre d'agir à temps. On vient de trouver la plante déjà morte. Pour dire que ça fait il y a aussi possibilité de contamination entre les plantes? Il y a possibilité, mais quand on fait des tours ici, on se rendra compte que bien qu'il n'y a pas d'engrais chimiques qui entrent, la majorité des plantes sont en très bonne santé. Et cela se justifie parce que la manière dont nous travaillons notre terre, il est difficile à ce que les maladies puissent se développer. C'est pareil avec l'homme. L'homme qui mange d'une manière équilibrée, il est difficile qu'il tombe malade.
Monsieur Mangalib, nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous dans Mbila, Congo. Mbila Mboka Congo. Mbila Mboka Congo. Merci de nous Congo avoir. Avec K. Merci beaucoup pour cette précision et à très bientôt. Ça a été un plaisir pour nous de réserver plus ou moins 25 minutes à 35 minutes aux échanges par rapport au fonctionnement de la pépinière. Et nous pensons que vous êtes prêts à accompagner la jeune génération. C'est le travail qu'on est en train de faire. C'est pas pour rien tout autour de nous. Il y a des jeunes. On prend les lâches. Il faut savoir déjà passer les bâtons. Et la différence, c'est que la manière dont nous accompagnons la jeunesse, c'est pour pouvoir faire mieux que nous. Et nous y croyons. Parce que vu les responsabilités que le Congo a à jouer par rapport à la planète, il faut une jeunesse responsable et qui a une conscience pour pouvoir pérenniser ces bijoux qui est le Congo, mais avec K. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous avoir et à très bientôt. C'est partagé. Mon idée pour la planète.